Beaucoup d'investisseurs choisissent les ETF car ils sont pratiques, mais savent-ils réellement quels risques sont associés à ces ETF et surtout quelle différence il peut y avoir entre chacun de ces fonds? Dans cette vidéo, on va déjà rappeler ce qu'est un ETF, puis on détaillera ce qu'on entend par réplication physique et réplication synthétique. Ensuite, nous irons un peu plus loin et nous verrons quel est l'intérêt de créer un ETF synthétique pour les différentes parties financières, mais également quel est l'intérêt pour l'investisseur. Enfin, je te parlerai des risques liés aux ETF à réplication physique et à réplication synthétique. Pense à liker la vidéo, la partager et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines publications. Je suis Nico de Gérer son patrimoine et ici je t'aide à investir correctement et à construire ton patrimoine. Tout d'abord, c'est quoi un ETF? Il s'agit d'un fonds coté en bourse qui te permet, en achetant une seule part, d'accéder à un panier entier d'actions ou d'obligations. Prenons l'exemple du CAC 40. C'est l'indice boursier qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises comme l'entreprise Total, LVMH, Airbus, Air Liquide, etc. Si tu voulais suivre la performance du CAC 40 par toi-même, il te faudrait acheter les actions de ces 40 entreprises avec les bonnes pondérations, les rééquilibrer régulièrement, bref, c'est compliqué et coûteux. Avec un ETF, tu achètes une seule part, par exemple 5 euros, et tu es exposé à l'ensemble de l'indice. L'objectif est que ton investissement suive au plus près la performance de l'indice. On dit souvent qu'un ETF est un panier d'actions prêt à l'emploi. Ce que tu dois savoir, c'est que les ETF ne répliquent pas seulement les indices boursiers classiques comme le CAC 40 ou le S&P 500. Ils peuvent cibler également des secteurs, par exemple le secteur de l'intelligence artificielle, le secteur de la défense. Ils peuvent cibler aussi des zones géographiques comme l'Europe, les États-Unis, les marchés émergents, etc. Ou même ils peuvent être sur des thèmes un peu plus spécifiques, par exemple des ETF regroupant des actions soumises aux critères ESG, ou alors encore des ETF sur le thème de l'eau par exemple. On comprend bien ici que l'avantage est la diversification qui est accessible même avec un petit montant. Maintenant que tu comprends ce qu'est un ETF, nous allons nous attarder sur deux notions importantes qui sont la réplication physique et la réplication synthétique. Donc qu'est-ce qu'un ETF à réplication physique? Un ETF physique réplique l'indice en achetant réellement les actions ou obligations qui le composent. Comme nous pouvons le voir sur cet ETF du CAC 40, dont la part coûte 36 euros, la réplication est physique. Cet ETF comporte ces actions avec ce pourcentage. On voit ici 8% par exemple pour LVMH, 7,5% de Total ou encore 5,5% de Airbus. La réplication physique indique que l'ETF détient réellement les actions présentées. Pour chaque part de cet ETF que tu achètes finalement ces entreprises dans les mêmes proportions. Il existe tout de même une seconde catégorie au sein de la catégorie de la réplication physique. La notion assez simple que nous venons de voir précédemment est la réplication physique totale. Mais il existe également la réplication physique partielle. Ce dernier type de réplication est utilisé quand l'indice est trop large ou trop coûteux à répliquer entièrement. L'ETF sélectionne donc un échantillon représentatif. Par exemple, pour un indice mondial qui comporte des milliers de lignes, il est souvent plus efficace et moins cher de répliquer seulement les plus grosses capitalisations et les titres les plus liquides. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un ETF synthétique? Là, on rentre sur un terrain un peu plus technique, mais qui reste largement compréhensible, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour tout comprendre sur le monde des ETF. La réplication synthétique permet à l'ETF de fournir aux investisseurs une performance liée à un indice, à des matières premières, etc., sans détenir réellement les actifs liés à cette performance. Pour cela, deux acteurs interviennent, l'ETF et une grande institution financière comme une banque. Un ETF synthétique ne détient pas directement les actions de l'indice qu'il réplique. À la place, il passe un contrat, appelé swap, avec une banque ou une grande institution financière. Voici concrètement comment ça marche. L'ETF détient par exemple un panier d'actions européennes. Donc on retrouve du Total, du LVMH, du Novo Nordisk, etc. Il signe un swap avec une banque qui s'engage à lui fournir la performance exacte de l'indice cible. Par exemple, dans notre cas, on va dire que l'indice cible, c'est le S&P 500, donc l'indice boursier américain. Peu importe la performance du panier détenu par l'ETF,
donc les actions européennes, grâce au swap, l'investisseur reçoit bien la performance promise. La performance cible est donc la somme entre la performance de l'actif de l'ETF, ici les actions européennes toujours, et la performance que délivre la banque via le contrat. En posant ça avec des chiffres, si le S&P 500 fait 10% et que le panier détenu par l'ETF fait 8%, la banque verse 2% supplémentaires pour combler l'écart. Si le panier surperforme, l'ETF vend des actifs, reverse l'excédent à la banque. On comprend bien que l'intérêt pour le fonds d'émettre un ETF synthétique aux investisseurs est de pouvoir proposer un produit répondant à une demande. Cependant, nous pourrions nous demander quel est l'intérêt pour la banque de conclure ce contrat avec l'ETF. La banque qui signe le contrat, le swap, ne fait pas ça gratuitement. Elle prélève une commission, appelée spread, intégrée dans le contrat. Elle récupère aussi une partie des rendements générés par le panier d'actifs détenu par l'ETF. Cette rémunération est transparente pour l'investisseur. L'investisseur, lui, va juste payer les frais liés à l'ETF, donc des frais qu'on connaît qui peuvent être de l'ordre de 0,2-0,1%. Le deuxième point d'intérêt pour la banque est qu'elle équilibre ses propres positions. Par exemple, si elle détient beaucoup d'actifs américains et qu'elle signe un contrat sur un panier européen, elle diversifie son exposition. Et bien sûr, enfin, cela renforce ses relations commerciales avec les émetteurs d'ETF, ce qui peut générer des futures collaborations, comme la création d'autres produits financiers par exemple. On pourrait se demander pourquoi ne pas toujours rester sur des ETF physiques. Eh bien, les ETF synthétiques ont plusieurs intérêts. Tout d'abord, ils permettent l'accès à des indices complexes ou coûteux, par exemple des indices avec des petites capitalisations peu liquides, des matières premières, ou même encore des indices réglementairement difficiles à répliquer. Un autre intérêt de ces ETF synthétiques est la réduction des coûts. Passer un swap est souvent moins cher que d'acheter physiquement toutes les lignes d'un indice complexe. Enfin, l'optimisation fiscale, notamment pour les investisseurs français. Je m'explique. Un ETF synthétique domicilié en Europe qui détient des actions européennes et qui réplique un indice étranger grâce à un swap peut rester éligible au PEA. Tu bénéficies donc des avantages fiscaux du PEA tout en t'exposant à des marchés étrangers. Maintenant, nous allons voir quels sont les risques associés à ces ETF. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur les ETF à réplication physique. Même si on les considère souvent comme plus sûrs, les ETF physiques ont quand même des risques. Il existe tout d'abord le risque de liquidité. Si tu choisis un ETF qui réplique un indice peu liquide, donc sur des petites capitalisations par exemple, alors les actions détenues seront par nature peu liquides. Et donc il peut y avoir un écart entre le prix de la part de l'ETF et la valeur réelle des actifs détenus. L'autre risque important est le risque de change. C'est-à-dire que si tu achètes un ETF à réplication physique sur un indice qui détient des actions étrangères, alors tu t'exposes au risque de change puisque toi tu payes avec ta monnaie locale. Si ta monnaie de référence s'apprécie par rapport à la monnaie dans laquelle tu as investi, alors ton portefeuille perd de la valeur. L'inverse est aussi vrai, ton portefeuille peut se valoriser grâce à cet effet de change. Pour supprimer ce risque, tu pourras sélectionner des ETF que l'on appelle hedgés. Ce mot se retrouve dans le titre de l'ETF et indique la couverture de change comme on peut le voir avec cet ETF répliquant l'indice boursier américain, le S&P 500, où on voit le mot hedgé. Attention, ce risque de change peut être également présent sur certains ETF synthétiques. Il existe aussi un autre risque qui reste tout de même assez limité mais qui est intéressant à évoquer. Il s'agit du risque de prêt de titres. En effet, beaucoup d'ETF à réplication physique prêtent les actions ou bien les obligations qu'ils détiennent pour en échange recevoir une rémunération. Tu comprends bien ici que si l'emprunteur fait faillite, il peut y avoir un risque. Comme je le disais, ce risque est tout de même limité puisqu'en général, il y a pas mal de garanties à la signature du contrat, surtout pour les ETF soumis à la réglementation européenne UCITS. Cette réglementation, on en reparle juste après lorsqu'on va évoquer les ETF synthétiques. Il existe des ETF qui ne pratiquent pas le prêt de titres, cependant ils sont rares car il s'agit d'une source de revenus pour eux. Tu auras ces informations dans les documents officiels. Maintenant, nous allons voir les risques associés aux ETF à réplication synthétique.
Tout d'abord, le risque le plus important qui est le risque de contrepartie. Si la banque partenaire du swap fait faillite ou ne peut pas honorer le contrat, l'ETF peut subir une perte. Pour limiter ce risque, la banque doit déposer des collatéraux, des actifs sûrs et liquides, et il y a également la réglementation UCITS en Europe qui impose une exposition nette maximale de 10% à une seule contrepartie. En clair, si tu as 100 € investis dans un ETF synthétique UCITS, le risque maximum théorique en cas de défaut est de 10 €. Cette réglementation UCITS sert à protéger au maximum les investisseurs en imposant des règles aux institutions émettrices des ETF. Tout comme le hedge vu précédemment, tu pourras savoir en un coup d'œil si l'ETF suit cette réglementation à partir du moment où tu le vois apparaître dans son titre. Ici, si on reprend l'ETF répliquant la performance du S&P 500, on peut se rendre compte, comme on l'a vu précédemment, qu'il est hedgé, mais également UCITS, donc qu'il répond à la réglementation européenne. Attention, hors Europe, il n'y a pas forcément ce type de couverture réglementaire. Il faut donc bien vérifier la réglementation applicable dans les documents officiels. Il y a également le risque lié au type de contrat. Ce risque rejoint le risque précédent, mais il me permet de t'expliquer concrètement quel contrat existe pour que tu puisses comprendre le risque associé. On a vu précédemment que le contrat est appelé un swap. Il existe deux types de swap, le swap financé et le swap non financé. Dans le swap financé, l'ETF remet son panier d'actifs à la banque contre la promesse de recevoir la performance de l'indice. Ici, on comprend bien que le risque est lié à la faillite de la banque. Cependant, nous avons vu que la réglementation UCITS limite ce type de swap. Maintenant, dans un swap non financé, l'ETF conserve ses propres actifs, dans notre exemple, les actions européennes qu'il a à son actif, et il signe un contrat d'échange de performance avec la banque. Chaque jour, on ajuste les écarts entre la performance réelle de l'ETF et la performance promise par la banque. Il s'agit du type de swap dont j'ai parlé au début. C'est le modèle utilisé en Europe pour entrer dans la norme UCITS. Ainsi, analyse bien l'ETF que tu sélectionnes pour savoir s'il s'agit d'un swap financé ou non. Une autre problématique qui découle de ces ETF synthétiques est le manque de transparence pour l'investisseur. En effet, pour savoir réellement sur quoi est investi son argent, l'investisseur devra chercher l'information au sein des différents documents mis à disposition. Donc maintenant, tu sais ce qu'est un ETF physique, tu sais ce qu'est un ETF synthétique, pourquoi les émetteurs et les banques les utilisent et surtout quels sont les vrais risques pour toi, investisseur. Si tu veux continuer à progresser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et partage-la pour aider d'autres personnes à mieux comprendre ces outils. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, tu peux aller voir ma dernière vidéo expliquant le fonctionnement des intérêts composés ainsi que l'effet néfaste de l'inflation sur la croissance de ton patrimoine. Tu pourras d'ailleurs retrouver un simulateur en description que tu peux télécharger gratuitement. Je te dis à très vite et prends soin de tes investissements.